Salut tout le monde, c'est Victor. Alors pour ce premier épisode de Bite to Wild, je vous propose de partir avec moi depuis Lausanne et d'aller jusqu'en Valais où je vais aller rencontrer François Biola dans la vallée de Derborens. François, c'est un ami biologiste et aussi un grand spécialiste de la vallée et il a notamment travaillé sur le gypaète barbu. Le gypaète, c'est le plus grand rapace de Suisse et malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, il a disparu complètement des Alpes. Mais il a été réintroduit récemment. Et c'est l'histoire que je vous propose de vous raconter aujourd'hui. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici. Mais d'ailleurs, en fait, on est où? On est à Derborens, en plein cœur, on va dire, de la réserve naturelle de Derborens, près du lac, vraiment un lieu magnifique. C'est un peu la vallée de mon enfance aussi, hein. Donc c'est vraiment une vallée que je connais vraiment bien, où je me suis baladé depuis tout petit. C'est un endroit qui est très riche en biodiversité ici. Juste à regarder autour, au niveau paysager, c'est déjà un endroit juste magnifique, hein, avec plein de types de paysages différents. Et puis après, si on va plus dans le détail, peut-être de la diversité spécifique, c'est clair qu'on est dans un hotspot. On a des différentes zones avec des prairies séchardes, des zones alluviales, des forêts anciennes et puis des milieux qui sont juste magnifiques. Donc à Derborens, là, il y a des chemins quand même qui sont prévus pour qu'on puisse se déplacer et quand même pouvoir, dans une certaine mesure, profiter quand même de l'endroit. Bien sûr, quoi, ici on est dans un arrêté de protection, mais on n'est pas dans une réserve d'Indiens non plus, où on peut absolument pas pénétrer. Et puis là, on a des chemins qui sont assez bien délimités, qu'on va devoir délimiter encore mieux par la suite, mais pour vraiment que les gens soient drainés sur ces chemins, parce qu'on peut dire qu'on est dans un endroit où on accède facilement en voiture, on n'a pas besoin de faire 3 heures de marche pour arriver dans un endroit magnifique, et puis du coup, il y a beaucoup de monde. Donc, la preuve, hein, on va voir des trucs cool, mais je vous jure, on est sur les chemins. Pas besoin de sortir de ces chemins. C'est assez exceptionnel quand même, c'est magnifique. Ça, c'est des scolites, ou c'est des sortes de petits scarabées qui vont ronger le bois sous l'écorce, puis qui font ces sortes de labyrinthes comme ça. Tous les arbres morts sont laissés sur place, hein, ils ne sont pas coupés, rien du tout, alors ils ont un rôle extrêmement important. Là, on voit... Il y a des endroits où il y a des pics qui sont venus manger des vers qui étaient dedans. On a des arbres qui sont couchés au sol, il y a des champignons qui peuvent venir dessus. Il y a des fourmis, il y a toutes sortes d'insectes qui vont attaquer ces arbres pour les décomposer gentiment. Et puis, grâce à cette réserve ici, on peut laisser faire ça pendant 100 ans, 200 ans, ou jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Ah, regarde ça! Que c'est beau. Oh là là, ça c'est quoi? C'est une orchidée, non? Ça c'est une orchidée, ouais. On est vraiment dans un endroit assez exceptionnel aussi pour ça, parce qu'on a plein de petites plantes différentes. On a parlé beaucoup d'animaux, mais toutes ces plantes font aussi la richesse en biodiversité de la région. Exactement, oui, c'est vraiment toute la chaîne alimentaire ou tout l'écosystème. Donc ça part de l'humus qu'il y a sous la terre, des mousses qui sont vraiment des plantes très anciennes, et puis après on arrive à des plantes très très évoluées comme les orchidées, et puis avec tout ça, on a bien sûr une quantité d'insectes, mais puis après on arrive sur des oiseaux, sur des petits mammifères et finalement sur les grands mammifères et le bout de la chaîne alimentaire, le gypaète. Yes. Bon allez, on continue? On continue, allez. Ce gypaète, il a quand même une histoire aussi étonnante qu'un peu Derborens, on va dire. Une histoire étonnante parce que c'est un oiseau, déjà c'est le plus grand rapace des Alpes, hein, c'est impressionnant, mais il a une histoire particulière parce qu'il a disparu en fait des Alpes et il a été réintroduit par la suite et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pourquoi il a disparu, comment on le réintroduit et puis après toute l'équipe et tous les gens qui sont là derrière aussi, parce que c'est pas qu'une histoire d'animal qu'on va remettre dans la nature, c'est une histoire aussi humaine qui est là derrière, de gens. Et puis ça, c'est vraiment très riche et très intéressant. Donc le gypaète, si on reprend un petit peu plus chronologiquement, tu as dit, c'est une catastrophe, en tout cas en Suisse et en France aussi, il a complètement disparu. Alors il a complètement disparu des Alpes en fait. Qu'est-ce qui a causé cette disparition? Alors la disparition, elle a été causée par l'homme, hein, principalement. Ça, c'est le facteur de disparition, par des tirs, par de l'empoisonnement. À la fin du 19e siècle, il y a eu l'avènement un peu des armes à feu.
Qui dit avènement des armes à feu, dit chasse un petit peu plus intensive, et puis les gens avaient besoin de se nourrir à cette époque-là. Hein. Et avec ces armes à feu, ça leur a permis de tirer beaucoup plus d'animaux. Et puis on a le bouquetin qui a disparu, il y a les chamois qui ont été en forte régression, hein. Chevreuil, cerf, ça a disparu aussi. Et puis ça a fait que le gypaète n'avait plus de nourriture. C'est une sorte de disparition indirecte due à l'homme. Si on regarde un gypaète de près, on voit qu'il a un ventre orangé, il a un œil rouge, il est très grand. Et il mange des os, mais ça on ne le savait pas trop, on pensait qu'il enlevait des enfants, qu'il mangeait des agneaux, enfin voilà, plein de choses comme ça qui font qu'il avait vraiment une très mauvaise réputation. Quand on fait un programme de réintroduction, il y a des facteurs à prendre en compte pour savoir si on va pouvoir réintroduire une espèce. Déjà, il faut avoir la volonté de le faire. Il faut que ça soit une espèce voilà, qui soit intéressante aussi pour la chaîne alimentaire, qu'il y ait des facteurs biologiques là derrière. Et puis on doit trouver quel est le point qu'il faut changer pour que l'espèce puisse s'établir sur le long terme. Alors comme tu l'as mentionné, le bouquetin a été réintroduit, on a de nouveau des chamois, la chasse a été régulée, on a typiquement ici des districts francs, des zones de réserve de chasse, donc on a quand même pas mal de gibier. Et puis on a surtout appris beaucoup sur le gypaète. On l'a montré, le gypaète est vraiment une espèce qui est au bout de la chaîne alimentaire, qui va manger que des os, des carcasses, des animaux, des charognes en quelque sorte. Et puis c'est là que les gens puissent dire, ah ben voilà, maintenant on peut les réintroduire, parce qu'on a éliminé les facteurs limitants pour l'espèce. Il n'a pas été directement réintroduit à Derborance, mais il y a quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé à Derborance quand même, non? Oui, alors c'est clair qu'on n'a jamais été maître des gypaètes ici à Derborance hein, pour les relâcher, mais par contre c'est l'endroit où on a la première nidification en Suisse, 2007, de gypaètes. Donc c'est un petit peu aussi mythique pour ça ici, parce qu'on est vraiment dans l'endroit où on va dire le programme de réintroduction réussi pour la Suisse. Maintenant tu t'occupes du suivi du gypaète? Alors non, maintenant j'ai arrêté hein, le suivi du gypaète. Hein. J'ai transmis à Julia qui s'occupe de ce que je faisais avant. Bon, alors ça c'est énorme. C'est une pote à moi, j'ai fait mon bachelor et mon master avec elle. Je l'appelle ce soir, je vais voir si elle serait intéressée à venir. Peut-être qu'on peut la faire intervenir dans cet épisode. Je pense que c'est parfait, elle sera certainement disponible. Bon, on va essayer, on sait jamais. Et après ici, c'est vrai qu'on a aussi d'autres problèmes de camping notamment. On est dans un district franc fédéral. Dans les districts francs fédéraux, on n'a pas le droit de camper, c'est interdit. Et là, c'est vrai qu'on est en train de travailler actuellement avec la commune pour faire un plan de gestion en fait, pour ce site, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde hein, qui viennent année après année. Et on est obligé de prendre certaines mesures. Et là, on travaille maintenant main dans la main avec la commune, avec les associations de protection de la nature, comme ProNatura par exemple. On a un groupe de travail, on va travailler avec les autres services de l'État du Valais, avec la Confédération aussi, pour vraiment essayer de mettre en ordre tout ce qui se passe ici. Je te remercie énormément pour cette journée. Merci à toi. C'était vraiment super. C'était cool. Je te laisse repartir dans ta petite vallée. C'est gentil. Et puis moi, je continue mon aventure à vélo. Ciao, bonne aventure. Allez, ciao. Bon, alors j'ai fini l'intervention avec François et à la seconde où il est parti, l'orage me retombe sur la gueule. Mais c'est le terrain, c'est comme ça, vous allez voir, c'est pas un problème. Mais ça roille dans ce pays, Ludo! Mais le retour au godet! Hey, salut Victor! Ciao Julia, ça va? Bien et toi? Ah putain, ça fait trop longtemps! Oui! Donc là, on essaye de prendre un peu d'altitude pour pouvoir observer le gypaète. Et moi, là, dans l'état actuel des choses, j'essaye de suivre ce jeune bouquetin qui va vite, de Dieu! Là c'est un peu vertical limite, on est en haut d'une cascade. Franchement c'est vachement engagé les endroits où on passe quoi. Même moi qui ai l'habitude avec le lynx de passer par les endroits un peu foireux, je vous avoue que je fais pas trop mon malin. Juste après tes études, maintenant tu es responsable de ce suivi, c'est quand même une responsabilité, tu es contente de ça? Ah, je suis très contente. Ah, moi je suis trop fier de toi en tout cas, franchement ça fait trop plaisir. Maintenant je suis engagée pour faire ce travail de suivi par la Stiftung Pro Bart Geier, ou bien la fondation... Vas-y redis-la une fois. la Stiftung Pro Bart Geier, pour les francophones, la fondation Pro Gypaète. Ok. On est en fait dans la région de Derborance où il y a eu la première nichée sauvage, c'est ça? Exactement, oui. On a peu d'exemples où on a vraiment une réintroduction qui a marché comme on a vu avec ce gypaète, mais ici c'est vraiment une
très très belle histoire. Et puis on voit aussi que les gens, ils sont super motivés d'essayer de suivre. Et puis c'est un oiseau qui est très charismatique et les gens, ils sont touchés au fait de savoir que ça a marché. Et donc cette année, ici à Derborance, il y a un poussin. Donc cette année, oui, effectivement, il y a un poussin à Derborance et c'est vrai qu'on essaye de garder l'emplacement du nid secret pour éviter d'avoir des problèmes parce qu'en fait, le gypaète, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il niche, il est très très sensible et puis ça, on n'a pas l'impression en fait. Pendant qu'il niche, si on s'approche à moins de 500 mètres du nid, on voit les adultes, ils sont dérangés et puis il se peut en fait qu'ils abandonnent la nichée. Donc en fait ça pourrait être du style... Bon là il pleut. Là, il pleut, clairement. Mais... Souvent, ils prennent en fait des anciennes aires d'aigle parce qu'ils ont trouvé tous les bons endroits dans les falaises. Ah, c'est des squatteurs. C'est des squatteurs. Et puis ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ramener des bouts de bois, donc des branches et aussi, surtout, de la laine. Donc, ils remplissent en fait le nid avec de la laine de chamois, de bouquetin qu'ils trouvent sur leur carcasse. Et on voit vraiment la différence en fait avec les aires d'aigle où on ne voit jamais ce remplissage avec de la laine comme ça. Ah ok, c'est énorme. Et puis après, là, ils pondent un œuf, 2 œufs, combien? Donc en fait, en principe, ils pondent 2 œufs. Ouais. Mais on aura toujours un seul poussin. Donc ce qui se passe, c'est que si le premier œuf il est viable, vu qu'il est pondu une semaine avant le deuxième œuf, le plus gros poussin il va tuer le petit. C'est un peu malheureux, mais c'est les lois de la nature. C'est horrible. Donc le petit qu'on a ici, il est vraiment presque prêt à l'envol. Donc là, il pourrait s'envoler n'importe quel jour maintenant presque. Et comment ça se passe? Les adultes, ils lui apprennent à voler? Il apprend tout seul? Comment ça se passe? Non, alors il y a toute une période où le petit, il essaie de battre des ailes comme il peut pour se faire la musculature. Et puis on voit aussi les parents, ils viennent, ils s'occupent toujours du petit. Ils essaient pas trop de le nourrir parce qu'il faut aussi qu'il perde du poids avant de réussir à s'envoler parce que là, il est plus lourd qu'eux et puis s'il essaie, il va chuter. Bon, ok, le bébé est tout gras. Il s'est bien fait nourrir par ses parents, peut-être trop gras pour voler, alors il l'affame. C'est un peu ça, ouais. En tout cas, j'ai passé une semaine formidable ici à Derborance et je tiens à remercier tout particulièrement Julia et François qui ont rendu possible la réalisation de cet épisode. Je souhaite aussi remercier Eric Dragesco avec qui j'ai réalisé ces images magnifiques de gypaètes barbus et bien sûr avec l'accord de la fondation ProGypaètes.